Je vais vous présenter aujourd'hui quelques réflexions que j'ai intitulées avec le titre suivant. Comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle nos esprits et nos sociétés? Sachant que, comme vous l'avez dit dans la présentation, merci beaucoup, je suis maître de conférences en philosophie en France. J'ai écrit une thèse de philosophie qui s'intitule Penser l'humain et la technique et qui porte sur les réflexions de Simondon et de Derrida, qui sont deux auteurs français contemporains qui ont écrit dans les années 60 jusqu'à dans les années 80 à peu près et qui ont écrit dans le contexte de l'émergence d'un certain nombre de technosciences comme la cybernétique, les sciences cognitives, l'informatique, l'intelligence artificielle, l'algorithmique, et qu'ils se sont beaucoup intéressés à ces développements technoscientifiques tout en les critiquant, c'est-à-dire en essayant de comprendre leurs enjeux philosophiques et de déconstruire les présupposés théoriques qui se cachent derrière ces développements technoscientifiques. J'y reviendrai un petit peu par la suite. Et par la suite, moi, je me suis intéressée à la question des technologies numériques et de l'intelligence artificielle plus spécifiquement à travers les deux ouvrages que vous avez cités en introduction. Euh, mais toujours en m'inspirant évidemment des réflexions de ces auteurs, en particulier Gilbert Simondon, Jacques Derrida, et aussi un auteur plus contemporain de philosophie qui s'appelle Bernard Stiegler. Voilà, donc c'est à partir des réflexions de ces auteurs que j'essaye de penser ces nouveaux objets techniques et ces nouveaux objets numériques qui nous entourent aujourd'hui, et j'essaye de les penser du point de vue de leurs enjeux anthropologiques, c'est-à-dire de ce qu'ils font, si vous voulez, euh, à ce que l'on peut appeler l'esprit humain, hein, donc nos facultés psychiques, mentales, intellectuelles, bon, et puis les relations sociales, les relations collectives et les institutions économiques, politiques, etc. Alors, je vais commencer par une petite introduction très générale au sujet de la notion d'intelligence artificielle qui est, selon moi, une notion quelque peu mythologique. Je veux dire par là que cette notion qui est très employée aujourd'hui, qui est devenue un terme qui circule dans de nombreux médias, qui circule auprès du grand public, n'est, à mon avis, pas fondée scientifiquement, mais relève plutôt, disons, d'un certain nombre d'idéologies. Alors, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, nous utilisons le terme intelligence artificielle très souvent pour désigner à peu près tous les dispositifs numériques ou algorithmiques qui nous entourent. Nous parlons de téléphones intelligents, nous parlons de villes intelligentes. En fait, quand nous parlons d'intelligence, en général, dans ces contextes, nous voulons parler d'automatisation, hein. Cette notion d'intelligence artificielle, en fait, elle est très répandue aussi dans les discours transhumanistes. Par exemple, dans le discours de l'un des fondateurs du mouvement transhumaniste qui s'appelle Raymond Kurzweil, qui a travaillé, qui était directeur de l'ingénierie chez Google, qui a travaillé aussi au MIT et qui publiait déjà dans les années 90, hein, bien avant l'émergence des intelligences artificielles génératives que nous connaissons aujourd'hui, qui publiait ces livres intitulés donc L'âge des machines intelligentes ou L'âge des machines spirituelles. Vous voyez, dans ce genre d'expression, eh bien, en fait, nous avons des propriétés traditionnellement attribuées aux humains, l'intelligence, la spiritualité, bon. Nous parlons aussi parfois d'agent conversationnel, l'agentivité, ou bien d'apprentissage automatique, donc l'apprentissage. À chaque fois, dans ces expressions, en fait, nous attribuons des capacités intellectuelles, mentales ou psychiques à des dispositifs technologiques, industriels. Le problème que cela pose, selon moi, c'est que, nous nous empêchons du même coup de penser ce que ces dispositifs numériques ou industriels font à nos capacités psychiques, mentales ou intellectuelles, hein. Quand nous nous interrogeons sur l'intelligence, la conscience ou la spiritualité des machines, eh bien évidemment, nous ne nous demandons pas ce que ces machines font à nos intelligences, à notre esprit et à nos consciences, hein. Or, ce sont ce type de questions-là que moi, j'aimerais arriver à poser. Alors, ces métaphores
anthropomorphiques, hein, intelligence artificielle, cerveau artificiel, machine consciente, machine spirituelle. Elles ont été déconstruites et critiquées à de nombreuses reprises par un certain nombre de philosophes dans la seconde moitié du XXe siècle, en particulier Gilbert Simondon, dont je vous ai déjà parlé, et puis Georges Canguilhem, un autre philosophe spécialiste de la biologie, mais aussi de la technologie. Ces deux philosophes considéraient que les expressions de machine consciente, d'intelligence artificielle, de cerveau conscient, de cerveau artificiel, étaient en fait euh, des métaphores utilisées avec une fonction idéologique. C'est-à-dire que ces métaphores, en fait, sont nées dans des champs scientifiques, hein, notamment le champ de la cybernétique, puis le champ de l'intelligence artificielle. Dans ces champs scientifiques, il s'agissait évidemment d'essayer de reproduire le vivant ou de reproduire l'intelligence ou la pensée à travers des opérations algorithmiques et puis des machines électroniques. Donc, il y avait évidemment une sorte de modèle scientifique, si vous voulez, qui servait voilà, euh, à penser les nouvelles machines cybernétiques ou les nouvelles machines algorithmiques. On s'appuyait sur le cerveau ou sur la pensée pour fabriquer ces machines. Bon, mais le problème, c'est que évidemment, ces dispositifs-là, ensuite, ont été pris eux-mêmes comme des modèles du cerveau et de la pensée. Et la relation de modélisation s'est inversée, si vous voulez. Donc, on a commencé à prendre ces machines comme pouvant expliquer le fonctionnement de la pensée ou du cerveau, ce qui est une erreur de raisonnement logique, hein, parce que c'est pas parce qu'on s'inspire du cerveau ou de la pensée pour fabriquer une machine que cette machine peut ensuite représenter le fonctionnement du cerveau ou de la pensée. Les philosophes comme Gilbert Simondon ou Georges Canguilhem ont déconstruit de manière très fondamentale ces notions-là. Et c'est aussi ce que j'ai soutenu dans un article coécrit avec un informaticien qui est aussi un logicien, un mathématicien qui s'appelle Giuseppe Longo, euh, en insistant sur le fait que cette notion d'intelligence artificielle est une notion trompeuse, anthropomorphique, hein, et qu'en réalité, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas l'émergence d'une conscience ou d'une intelligence artificielle, mais c'est une nouvelle phase dans un processus d'automatisation, hein. Donc, il faut parler d'automates numériques ou d'automates computationnels. Euh, et cette nouvelle, si vous voulez, ce nouveau processus d'industrialisation et d'automatisation, eh bien, il faut le resituer dans l'histoire de la révolution industrielle, tout simplement, hein. De même que les machines-outils ont rendu possible l'automatisation des savoir-faire, hein, dans les usines à l'époque de la révolution industrielle, de même aujourd'hui, les machines algorithmiques rendent possible l'automatisation des savoirs pensés, hein. Et c'est ce phénomène-là qui doit aujourd'hui nous préoccuper. Ce phénomène doit nous préoccuper pour une raison très précise, qui est que dans le cas des savoirs pensés, justement, donc le savoir parler, le savoir écrire, le savoir décider, le savoir interpréter, le savoir chercher, eh bien, les outils, les dispositifs, les technologies que nous utilisons ont une grande influence. C'est-à-dire que nos systèmes d'écriture, nos supports techniques de mémoire, euh, nos supports techniques d'images, nos supports techniques de symboles transforment la manière dont nous pensons, la manière dont nous nous exprimons, la manière dont nous cherchons, la manière dont nous réfléchissons. C'est la raison pour laquelle le psychologue Lev Vygotsky avait décrit l'écriture et le langage comme des instruments psychologiques. Et c'est la raison pour laquelle l'anthropologue Jack Goody avait décrit l'écriture et le langage comme des technologies intellectuelles. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces deux auteurs, hein, qui ne se connaissent pas par ailleurs, qui n'ont rien à voir, hein, mais qui mobilisent de telles notions, la notion d'instrument psychologique et de technologie intellectuelle? Que veulent-ils dire? Eh bien, ils veulent dire tout simplement que le langage, l'écriture, les images ne sont pas de simples moyens pour véhiculer une pensée qui leur préexisterait. Au contraire, ils sont les milieux dans lesquels nous pensons et ils transforment la nature même de ce que nous pensons et nos manières de penser. Si vous voulez, pour Vygotsky ou pour Goody, ce que nous appelons aujourd'hui les médias,
Ce ne sont pas seulement des véhicules d'un sens ou d'une signification préexistante, mais ce sont des technologies qui transforment la signification elle-même, hein, et qui transforment nos manières de penser. Nous ne pensons pas du tout de la même manière, par exemple, avec l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui, ou bien avec les idéogrammes chinois, par exemple. Euh, Nous ne pensons pas du tout de la même manière à l'époque du livre ou à l'époque de la télévision. Nous ne pensons pas du tout de la même manière à l'époque de la télévision ou à l'époque du numérique, etc., etc. Autrement dit, nos fonctions psychologiques et nos manières de penser se transforment avec nos milieux technologiques. C'est aussi ce qu'a montré une chercheuse américaine qui s'appelle Marianne Wolf. Euh, En étudiant les transformations du cerveau euh, avec le passage des supports imprimés aux supports numériques. Marianne Wolf est une chercheuse spécialiste à la fois dans les neurosciences et à la fois dans la littérature, spécialiste de neurosciences et de littérature. Et elle a étudié la manière dont les pratiques de la lecture et de l'écriture avait une influence sur la synaptogénèse, c'est-à-dire sur la formation des synapses dans le cerveau, sur les connexions neuronales qui sont renforcées à travers ces pratiques. Et elle a montré que le passage du livre à l'écran et des supports imprimés aux supports digitaux eh bien, transformait complètement, évidemment, les apprentissages de la lecture et de l'écriture, et que cela avait des effets sur l'organisation du cerveau lui-même, puisque vous savez que le cerveau est un organe plastique qui se forme et qui se déforme, qui ne cesse de se désorganiser et de se réorganiser en fonction des supports médiatiques qui sont pratiqués, hein. Donc, comme vous pouvez le voir sur le, sur la couverture de son livre, Marianne Wolf parle de euh, reading brain et de digital brain, donc de cerveau lisant et de cerveau digital, pour dire que le cerveau n'est pas le même à l'époque du livre ou à l'époque des médias euh, numériques. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de l'intelligence artificielle, et en particulier à l'époque de l'intelligence artificielle générative que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, il me semble qu'il est très important de se demander comment cette nouvelle automatisation du langage et de l'image, c'est-à-dire cette automatisation linguistique et symbolique, transforme nos esprits individuels, mais aussi nos esprits collectifs. C'est-à-dire comment cette nouvelle phase d'automatisation numérique transforme nos capacités mentales, psychiques, intellectuelles, mais aussi nos relations sociales et notre vie collective. Alors, pour répondre à cette question, eh bien, je vais vous proposer de faire un petit retour en arrière, de prendre un petit peu de recul et de revenir eh bien, tout simplement aux réflexions de Platon, qui sont à l'origine de la philosophie et qui peuvent nous aider à penser les enjeux des nouveaux systèmes d'écriture automatisés qui sont les nôtres aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors bien sûr, Platon ne s'intéresse pas aux technologies numériques ou à l'intelligence artificielle. Évidemment, au 5e siècle avant Jésus-Christ, il ne connaît pas ces technologies. Par contre, Platon s'intéresse à une autre technologie, qui est une technologie tout à fait disruptive à l'époque où il écrit, qui est la technologie de l'écriture alphabétique. Et dans un livre, dans un des dialogues de Platon, qui s'appelle Le Phèdre, qui a été longuement commenté par un philosophe français contemporain qui s'appelle Jacques Derrida, eh bien, dans ce livre, Platon s'intéresse aux enjeux de l'écriture alphabétique qui se diffuse de manière assez massive dans la société grecque à l'époque. Et donc, Platon rappelle à la fin du livre le mythe égyptien de l'origine de l'écriture. Alors, pour les Égyptiens, il ne s'agit évidemment pas de l'écriture alphabétique, il s'agit de l'écriture hiéroglyphique, mais Platon s'appuie sur ce mythe pour parler de l'écriture. Alors, que raconte ce mythe? Ce mythe égyptien, il raconte que l'écriture a été inventée
par le dieu Teut, que vous pouvez voir, dont vous pouvez voir une représentation à l'écran. Et le dieu Teut est arrivé auprès du roi des Égyptiens pour lui présenter son invention, c'est-à-dire l'invention de l'écriture. Le dieu Teut est aussi celui qui a inventé les mathématiques, le calcul, la géométrie, l'astronomie, hein. Le dieu de l'écriture est aussi le dieu du calcul et des mathématiques. Donc le dieu Teut arrive auprès du roi Tammuz, qui est le roi des Égyptiens, et lui présente son invention. Et il lui dit, avec cette invention, l'invention de l'écriture, j'ai trouvé un remède pour la mémoire et pour l'instruction. Pourquoi un remède pour la mémoire et pour l'instruction? Eh bien, tout simplement parce que grâce à l'écriture, il va devenir possible de extérioriser toutes sortes de savoirs sur des supports écrits et de les retenir de manière bien plus exacte et en quantité bien plus grande que ce que ne pouvaient faire les individus. Vous savez tous que vous pouvez, grâce à vos téléphones portables, enregistrer toutes sortes de numéros de téléphone. Bon, et que si vous deviez vous souvenir par cœur de tous ces numéros de téléphone, eh bien, ce serait impossible, hein. Donc, c'est un petit peu la même idée. L'idée de Teut, c'est de dire le fait d'extérioriser toutes sortes de savoirs sur des supports écrits va nous permettre de retenir beaucoup, beaucoup plus de choses à l'avenir. Et l'écriture va donc servir de remède par rapport aux failles des mémoires vivantes, puisque les mémoires vivantes, nos mémoires à nous, eh bien, elles sont limitées. Elles ne peuvent pas retenir énormément de choses. Et puis surtout, elles sont faillibles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous oublions. Parfois, si nous ne voulons pas vraiment nous souvenir de quelque chose, eh bien, nous faisons comme si cette chose n'existait pas et nous l'oublions. Et puis surtout, lorsque nous disparaissons, au moment de notre mort, comme nous sommes des individus vivants, eh bien, au moment de notre mort, notre mémoire disparaît avec nous. Or, ce que propose Teut avec l'écriture, c'est une sorte d'immortalité d'une certaine manière, hein. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir euh, extérioriser sa mémoire pour que la mémoire survive à la disparition même de l'individu. Et c'est aussi un remède pour l'instruction, hein, comme le dit Teut, puisque tous les savoirs pourront être ainsi transmis et conservés dans le temps. Mais le problème, c'est que le roi des Égyptiens, Tammuz, à qui Teut présente son invention, n'est pas du tout d'accord avec lui et lui dit non, cette invention n'est pas du tout un remède, au contraire, elle va devenir un poison, puisque une fois que les individus auront extériorisé leur mémoire dans des supports techniques, eh bien, ils ne feront plus l'effort de se souvenir des savoirs et des connaissances. Autrement dit, ils se reposeront sur les supports écrits et ils n'exerceront plus leurs facultés mémorielles. Donc, ils perdront la mémoire. Ils deviendront oublieux. Et voilà. Donc, et de plus, hein, Tammuz insiste aussi sur le fait que, de plus, les citoyens répéteront les savoirs qu'ils ont lus sans les avoir compris, parce qu'ils ne se sont pas remémorés eux-mêmes ces savoirs, donc ils ne les ont pas compris, ils ne les ont pas interprétés à leur manière, donc ils vont les répéter bêtement, en fait. C'est vrai que si vous avez un texte, un discours qui a été écrit par quelqu'un d'autre, même si vous ne le comprenez pas, vous pouvez le lire et le répéter bêtement à d'autres, hein, comme si c'est vous qui l'aviez, comme si c'était vous qui l'aviez écrit d'une certaine manière. Donc, pour Tammuz, eh bien, l'écriture va produire une perte de mémoire et va produire un semblant de connaissance. Elle va rendre les citoyens euh, bêtes, oublieux, et va les transformer en semblants d'hommes instruits, et non pas en véritables hommes instruits. Et donc, le terme qui est utilisé par Platon dans ce texte pour décrire l'écriture est le terme de pharmakon, qui est un terme grec qui signifie à la fois le poison et le remède. C'est-à-dire que le terme de pharmakon a une spécificité, il ne peut pas être traduit, en tout cas pas en français. Parce que si on le traduit par remède, eh bien, on ignore la dimension toxique du pharmakon, et si on le traduit par poison, on ignore sa dimension curative. Le terme de pharmacone, il veut dire précisément à la fois le remède et le poison.
Et c'est la raison pour laquelle Platon l'utilise pour désigner l'écriture, puisqu'elle a été décrite à la fois comme un remède par Teute, celui qui l'a inventée et qui veut la vendre, et à la fois comme un poison par Tamous, le responsable politique qui s'inquiète des effets de la nouvelle technique sur les citoyens. Et donc, dans son commentaire du Phèdre, Jacques Derrida, qui écrit au XXe siècle, en 1968 plus précisément, eh bien, insiste sur cette notion de pharmacone et sur l'impossibilité de traduire cette notion. Et Bernard Stiegler, qui est un philosophe contemporain, qui a été l'élève de Jacques Derrida et qui écrit, lui, dans les années 2000, reprend cette notion de pharmacone pour désigner tout type de technologie. Ce que dit Bernard Stiegler, c'est que le pharmacone, finalement, ça ne désigne pas seulement l'écriture, mais ça désigne tout type de technologie, et en particulier tout type de technologie qui sert de support de mémoire. Autrement dit, toutes les technologies que nous appelons, nous, aujourd'hui, des technologies médiatiques. Par exemple, par exemple, l'écriture, les livres, l'imprimerie, la presse, mais aussi à partir du début du XXe siècle, les enregistrements analogiques, donc la phonographie, la photographie, la télévision, le cinéma, et puis évidemment les médias numériques aujourd'hui. Toutes ces technologies, pour Bernard Stiegler, peuvent être décrites comme des pharmacas. Euh, et, euh, et donc, les pharmacas, ce sont des puissances curatives dans la mesure et la démesure même où ce sont des puissances destructrices. Les technologies peuvent à la fois nous soigner et nous détruire. Tout dépendra de la manière dont elles sont développées et dont elles sont régulées et dont elles sont adoptées par les citoyens. Sachant que pour Platon, si ce problème de l'écriture s'est posé de manière aussi, on va dire, intense, c'est que Platon craignait en fait que l'écriture soit appropriée par les sophistes. Platon construit, si vous voulez, sa philosophie, sa manière de penser contre la sophistique. Les sophistes, qui sont-ils? Dans la société grecque, ce sont des personnages qui maîtrisent très bien la technique de l'écriture et en particulier la technique de la rhétorique et qui répètent des discours qu'ils n'ont pas forcément eux-mêmes écrits, mais ils les répètent de manière très persuasive, de manière très, comment dire, très éloquente, et ils fascinent les citoyens grâce à leurs discours. Les citoyens écoutent les sophistes et ils ont l'impression, en écoutant les sophistes, de devenir très intelligents parce qu'ils n'ont aucun effort à faire. Il suffit qu'ils se contentent d'écouter les discours et éventuellement de récupérer le discours écrit du sophiste ensuite pour pouvoir le répéter eux-mêmes et sembler très intelligents, sans faire aucun effort. Or, Socrate, comme vous le savez, Socrate n'écrit pas de discours. Socrate ne transmet pas de discours aux citoyens. Socrate pose en permanence des questions à ses interlocuteurs. Si vous avez déjà lu un dialogue de Platon, peut-être que vous l'avez fait quand vous avez fait des études de philosophie quand vous étiez jeune, vous vous êtes rendu compte que la plupart des dialogues de Platon, qui sont en fait des retranscriptions des discussions de Socrate, eh bien, sont des dialogues précisément. C'est-à-dire que Socrate ne développe pas une grande théorie, mais il interroge son interlocuteur et il le met face à toutes ces contradictions. Et il l'oblige ainsi à penser, à faire l'effort de penser. Donc la méthode de Socrate est complètement différente de celle des sophistes et elle consiste précisément à faire penser ses interlocuteurs et non pas à leur proposer un discours tout fait. Et elle est très différente aussi des sophistes au sens où Socrate ne se fait pas payer. Alors que les sophistes, précisément, ce sont des marchands. Platon les décrit comme des marchands qui demandent de l'argent pour transmettre leur savoir. Donc, leur savoir devient des marchandises et les sophistes se fichent de la vérité. C'est-à-dire qu'ils peuvent défendre une thèse, ils peuvent défendre la thèse contraire. Cela n'a aucune importance pour eux. Ils ne recherchent pas la vérité. Tout ce qu'ils recherchent, c'est de séduire les citoyens avec de beaux discours et d'être rémunérés pour cela, hein. C'est la raison pour laquelle Platon décrit l'art du sophiste de la manière suivante, hein. L'art du sophiste n'est autre chose que l'art de gagner de l'argent par la discussion.
Et donc, le problème de l'écriture, c'est que si elle est appropriée par les sophistes, eh bien, elle va empêcher les citoyens de penser par eux-mêmes, de se réapproprier eux-mêmes les savoirs et de les diversifier, de les faire évoluer, de les transformer. À l'inverse, les sophistes vont répéter toutes sortes de discours aux citoyens et manipuler leur façon de penser. Donc, les trois risques identifiés par la technique de l'écriture pour Platon, ce sont les trois risques suivants. D'une part, la perte de mémoire à travers son extériorisation dans les supports écrits. D'autre part, la stérilisation ou l'atrophie de la culture collective, c'est-à-dire le fait que la culture collective ne pourra plus évoluer parce que les citoyens ne vont plus apprendre et se remémorer par eux-mêmes et interpréter les savoirs à leur manière, mais répéter bêtement des savoirs déjà extériorisés. Et puis, troisième risque, la manipulation politique des citoyens par les sophistes qui maîtrisent très bien les techniques de l'écriture et de la rhétorique et qui vont séduire les citoyens avec des discours qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Et donc, il me semble que ces trois risques, eh bien, nous les revivons aujourd'hui de manière tout à fait différente, évidemment, avec les intelligences artificielles génératives. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que, comme vous le savez, avec les intelligences artificielles génératives, en particulier un dispositif comme ChatGPT, cette fois-ci, ce n'est plus seulement la mémoire qui est extériorisée, mais c'est l'expression elle-même. C'est-à-dire que la technique ne sert plus seulement à extérioriser la mémoire, à conserver des textes écrits, mais à produire des textes. C'est-à-dire qu'elle remplace finalement nos capacités expressives. Nous ne nous exprimons plus, nous confions à la machine le soin de le faire à notre place. Or, évidemment, cela, donc, si vous voulez, ce n'est plus le risque de perte des capacités mémorielles qui est en jeu, mais le risque de perte des capacités expressives. Cela présente un risque puisque quand nous nous exprimons, en fait, nous nous exprimons toujours à partir de nos mémoires individuelles et singulières et de nos désirs individuels et singuliers. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons appris, de ce que nous avons lu, de ce que nous avons entendu, eh bien, nous nous exprimons différemment. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous, quand il s'exprime, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, révèle une part de sa singularité. Nous avons des tons différents, des styles différents, des expressions différentes, voilà, toutes sortes d'idiomes. Nous faisons des fautes et des erreurs différentes aussi. Et à travers tout cela, eh bien, nous exprimons une singularité. Or, les dispositifs algorithmiques qui servent à générer du texte fonctionnent, eux, sur donc, le principe des réseaux de neurones multicouches qui reposent eux-mêmes sur des calculs statistiques sur des quantités massives de données. C'est-à-dire que vous savez sans doute comment ces machines fonctionnent, mais enfin, pour le dire rapidement, excusez-moi. Pour le dire rapidement, ces machines font des calculs statistiques sur des tokens qui sont des suites de signes. Donc, ce ne sont pas des mots ou des lettres, mais ce sont des suites de signes qui n'ont pas de sens hein, pour nous. Euh, mais les machines vont faire des calculs sur ces suites de signes pour évaluer leur fréquence, leur probabilité. Et en fonction de la question que vous allez poser à la machine ou de la demande que vous allez lui, euh, lui transmettre, eh bien, la machine va faire des calculs statistiques et va produire le texte le plus probable. Un petit peu comme dans le cas des logiciels d'autocomplétion, hein, où quand vous faites une recherche sur Internet, le logiciel d'autocomplétion vous suggère automatiquement la suite de votre recherche. Non pas parce qu'il a lu dans votre esprit la recherche que vous faisiez, mais parce que tout simplement, il a fait des calculs de probabilité sur toutes les recherches qui ont été faites auparavant et il en a déduit, si je puis dire, hein, quelle est la recherche la plus probable. Hein. Quand on tape tel mot, la plupart du temps, c'est tel ou tel autre mot qui le suit, et c'est ainsi que la machine parvient à générer des textes. Euh, Ces calculs, donc c'est la raison pour laquelle hein, certains chercheurs ont décrit ces systèmes algorithmiques génératifs comme des perroquets stochastiques. Bon, ces calculs, évidemment, sont des calculs statistiques. C'est-à-dire que quand vous faites des calculs statistiques, eh bien, vous renforcez automatiquement les moyennes, puisque les textes qui sont générés sont toujours fondés sur les suites de signes les plus probables, en réalité.
Donc tout ce qui est singulier, justement, exceptionnel, tout ce qui est rare, tout ce qui ne correspond pas à la moyenne est éliminé. Les textes qui sont générés sont toujours les textes les plus probables et c'est la raison pour laquelle, au début, hein, avant que ces machines ne soient dressées, eh bien, il y avait beaucoup de biais, euh, voilà, de biais racistes, misogynes, etc., qui étaient remarqués dans les textes générés automatiquement ou dans les images générées automatiquement. Pourquoi? Bah, parce que sur le réseau Internet, il y a énormément de textes ou d'images de ce type-là et que c'était donc les images et les textes majoritaires qui étaient majoritairement reproduits par ces systèmes algorithmiques. Autrement dit, ces systèmes statistiques fonctionnent sur des bases probabilistes et renforcent automatiquement les moyennes en éliminant les singularités. Une expression unique sur la toile ne sera jamais prise en compte par les calculs algorithmiques de ChatGPT. Donc, le problème, c'est que nous déléguons nos capacités d'expression singulière à des dispositifs statistiques standardisés et qui éliminent structurellement les singularités. Et c'est évidemment un danger, non seulement pour nous, parce que nous risquons nous-mêmes d'adopter un langage tout à fait uniformisé et standardisé, et puis de ne plus savoir comment nous exprimer, hein. Nous risquons de perdre nos capacités expressives, de même que les citoyens grecs risquaient de perdre leur mémoire avec l'écriture alphabétique, eh bien nous risquons de perdre nos capacités expressives, hein. Or, nos capacités expressives mettent en jeu de nombreuses facultés psychiques la faculté mémorielle, évidemment, hein, pour m'exprimer, il faut que je me souvienne de ce que j'ai lu, de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai vécu, mais aussi la capacité imaginative, puisque pour m'exprimer, il faut que je m'adresse à quelqu'un, il faut que je fictionne, que j'imagine mon interlocuteur, hein. Là, par exemple, je ne vois pas le public et je suis en train en permanence de l'imaginer. Mais même quand vous avez une personne en face de vous et que vous lui parlez, eh bien, vous ne coïncidez pas avec elle, c'est-à-dire que vous ne savez pas complètement qui est cette personne. Vous êtes obligé à chaque fois de fictionner le destinataire de votre discours. Donc, les capacités mémorielles et imaginatives sont toujours à l'œuvre lorsqu'on s'exprime à l'oral, mais évidemment aussi lorsqu'on s'exprime à l'écrit, puisque à l'écrit, on ne voit pas son interlocuteur immédiatement. Donc, on est obligé de l'imaginer. Donc, on risque de perdre en fait nos capacités de mémoire et d'imagination en perdant nos capacités d'expression. De plus, eh bien, il y a aussi un danger pour l'évolution de la culture collective. Puisque, évidemment, lorsque nous nous exprimons nous-mêmes, nous produisons des textes ou des images qui sont des textes ou des images singuliers. Et c'est comme ça que la culture évolue. Si vous voulez, dans tous les champs culturels, que ce soit les mathématiques, la philosophie, l'art, la peinture, la musique, même le sport, la cuisine, etc., la culture évolue à partir des bifurcations, à partir des écarts, à partir des originalités et des singularités. Par exemple, je ne sais pas, quand un peintre produit une peinture qui ressemble à toutes les peintures précédentes, eh bien, il n'a pas fait bifurquer l'histoire de la peinture. Mais par contre, quand Picasso produit un tableau cubiste, eh bien, au début, c'est quelque chose de très original, de très singulier, que tout le monde a beaucoup de mal à accepter. Et puis, peu à peu, cette bifurcation, cette nouveauté, cette originalité devient la source d'un nouveau courant artistique, hein. C'est la même chose en philosophie, hein, quand, je ne sais pas, Jacques Derrida interprète le texte de Platon. Au début, c'est très étrange, personne ne comprend cette interprétation. Alors, je disais que dans tous les champs culturels, la, euh, l'écart par rapport à la norme, l'originalité, la singularité est ce qui est est ce qui est à l'origine de la nouveauté et de l'évolution du champ culturel. En mathématiques, en philosophie, en art, il faut toujours qu'il y ait un artiste, un mathématicien, un philosophe qui produise une théorie étrange, différente, qui ne correspond pas à la moyenne, qui ne correspond pas à ce qu'on connaît déjà, pour que de la nouveauté apparaisse. Or, ici, dans le cas de ces machines statistiques, eh bien, c'est l'inverse, puisque toutes les nouveautés, toutes les singularités, tout ce qui ne correspond pas à la moyenne est structurellement éliminé par les calculs probabilistes des algorithmes. C'est d'autant plus dangereux que peu à peu, eh bien, ces modèles algorithmiques vont se baser sur des textes qui ont déjà été automatiquement générés ou sur des images qui ont déjà été automatiquement générées. Donc, ils vont
euh, faire des calculs de probabilité sur des textes qui sont déjà très probables et donc uniformiser, si vous voulez, de plus en plus leur production. Un article est paru récemment dans la revue Nature qui montre que lorsque les modèles algorithmiques sont entraînés sur des données qui ont déjà été algorithmiquement générées, eh bien, ils produisent des textes de moins en moins pertinents, évidemment, de moins en moins originaux, de plus en plus probables, de plus en plus standardisés et uniformes, hein, et donc de moins en moins signifiants. Or, comme nous produisons en permanence des textes et des images en grande quantité et que ces textes et ces images sont diffusés massivement sur Internet, eh bien, il y a de fortes chances pour que les modèles de langage et les modèles de diffusion à l'avenir se basent sur tous ces textes et ces images qui ont été diffusés automatiquement et donc génèrent des textes qui ressemblent à des textes qui sont déjà automatiquement générés et ceci de manière exponentielle, si je puis dire, hein, ce qui risque de conduire à une uniformisation et à une standardisation linguistique qui élimine la diversité. Euh, Sachant qu'il y a déjà une question très importante au niveau de la diversité linguistique, c'est ce que souligne aussi cet article, puisque la plupart des données sont des données anglo-saxonnes et donc la langue anglo-saxonne est très dominante dans ces modèles de langage-là et que vous savez que nos catégories de langage conditionnent nos catégories de pensée et on est face ici à un problème d'hégémonie linguistique et d'hégémonie culturelle. Donc, cela, évidemment, est très important du point de vue des enjeux culturels de ces intelligences artificielles génératives, mais ces intelligences artificielles génératives ont aussi des enjeux politiques, puisque évidemment, les textes produits par ces machines sont un peu comme les textes des sophistes, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec la vérité. Les textes sont produits sur la base de calculs statistiques, de probabilité, mais évidemment, un texte probable n'est pas nécessairement un texte vrai. Il y a des opinions communes qui sont tout à fait probables. Tout le monde a des opinions qui sont des opinions, on va dire, majoritaires, mais pour autant, elles sont tout à fait fausses, hein. C'est même le principe de l'opinion, c'est d'être majoritairement répandu, mais d'être tout à fait faux parfois, hein, parce que bah, on ne s'est pas renseigné sur tel ou tel sujet, etc. Donc on croit un petit peu ce que tout le monde dit, mais en réalité, ça n'a souvent aucun rapport avec la vérité de la question. Donc, en renforçant les moyennes, en renforçant les opinions majoritaires, eh bien, ces machines renforcent en fait les clichés. Mais elles ne produisent évidemment pas de savoir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un savoir suppose l'exercice de l'expression singulière, l'exercice de la délibération collective, l'exercice de la certification par les pairs. Par exemple, moi, si je produis une théorie philosophique demain, il va falloir que je discute beaucoup avec mes collègues qui font aussi de la philosophie, que nous en débattions, que nous ayons de nombreuses délibérations pour savoir si ma théorie euh, contribue ou non au champ philosophique. Et si mes collègues décident que ma théorie contribue au champ philosophique, eh bien, ils la certifieront ensemble comme étant une théorie philosophique. C'est la même chose dans le champ des mathématiques, c'est la même chose dans tout champ de savoir, et c'est aussi la même chose dans le champ journalistique et dans le champ de l'information, hein. Quand un journaliste produit un article, il vérifie ces informations et puis ces informations sont certifiées par ses collègues journalistes. Or, dans le cas de ces dispositifs algorithmiques, eh bien évidemment, il n'y a aucun processus d'interprétation, aucun processus de délibération, aucun processus de certification. Ce sont seulement des calculs de probabilité sur des quantités massives de données. Et cela peut donner lieu à une diffusion massive de fausses informations qui met en péril, évidemment, on va dire, l'espace public numérique et la démocratie, hein, puisque une démocratie a besoin pour fonctionner, si je puis dire, d'un espace public dans lequel peut s'exercer la liberté d'opinion, la liberté de penser et la liberté d'expression. Par ailleurs, ces intelligences artificielles génératives peuvent aussi servir à alimenter des faux comptes, c'est-à-dire à générer énormément d'images et de textes qui peuvent alimenter des faux comptes sur les réseaux sociaux. Or, ces faux comptes servent en fait à
cliquer sur certains contenus pour que ces contenus soient diffusés massivement. Par exemple, sur des réseaux sociaux comme Facebook, vous avez beaucoup de contenus climato-sceptiques qui circulent et qui sont, comment dire, qui sont diffusés grâce à de nombreux faux comptes qui cliquent sur ces contenus pour que les algorithmes de recommandation les recommandent de manière virale, hein. Puisque vous savez que les algorithmes de recommandation sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, X, etc., eh bien, fonctionnent sur la base de la quantification des vues. Donc, plus un contenu est vu et plus l'algorithme va le recommander. D'où l'intérêt pour certaines industries d'acheter toutes sortes de faux comptes pour faire circuler les contenus de plus en plus vite. Et les intelligences artificielles génératives, évidemment, vont permettre d'alimenter ces faux comptes de manière massive et donc vont être des instruments particulièrement efficients pour les industries de la désinformation. Autrement dit, on retrouve avec ces intelligences artificielles génératives les trois risques que Platon avait mentionnés à l'égard de l'écriture. Euh, la perte de mémoire qui devient la perte d'expression, c'est-à-dire que nos capacités psychiques sont menacées, non plus nos capacités mémorielles, mais nos capacités expressives, non plus à travers l'extériorisation des savoirs dans les supports écrits, mais à travers l'extériorisation de l'expression dans les machines algorithmiques. D'autre part, nous retrouvons aussi le risque de la stérilisation de la culture collective, hein. Platon s'inquiétait du fait que les individus ne se remémorent plus par eux-mêmes, n'interprètent plus par eux-mêmes les connaissances et ne les fassent plus évoluer. Eh bien, là aussi, hein, nous avons des machines algorithmiques qui vont éliminer les interprétations singulières et qui vont renforcer les moyennes, les biais et les opinions majoritaires. Et puis enfin, le risque de la manipulation politique à travers les discours des sophistes à l'époque de Platon se rejoue à notre époque à travers les industries de la désinformation qui vont permettre la génération automatique de nombreux textes et la génération automatique de nombreuses images qui n'ont aucun rapport avec la vérité, c'est-à-dire qui ne se fondent pas sur l'interprétation, sur la délibération, sur la réflexion et sur la certification, mais simplement sur les calculs statistiques automatisés. La question qui se pose dans un tel contexte, c'est donc de savoir comment renverser cette situation et comment essayer de développer, de concevoir déjà un certain nombre de technologies numériques qui soient mises au service de l'intelligence collective et non plus de l'automatisation de l'expression et de la manipulation des opinions. Et cette question, c'est une question qui avait été abordée par le philosophe Bernard Stiegler, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans deux livres, notamment, hein, dans beaucoup d'autres livres, mais en particulier dans ces deux livres. Le premier livre s'appelle La société automatique, il a été publié en 2015, et le second livre s'appelle Bifurqué, il a été publié en 2020, et les deux livres ont été traduits en anglais si jamais ça vous intéresse de les regarder. Le livre Bifurqué est par ailleurs en accès libre en ligne. Et dans ses ouvrages, Bernard Stiegler insistait sur la nécessité de produire des technologies herméneutiques et contributives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que une technologie herméneutique, c'est une technologie qui laisse de la place à l'interprétation humaine, hein. L'herméneutique, c'est le savoir interpréter, l'art d'interpréter d'une certaine manière. Et contributive, ça veut dire une technologie qui est mise au service du partage des savoirs, des contributions des individus. Bernard Stiegler insistait en fait sur la nécessité de mettre les calculs algorithmiques au service des fonctions psychiques et collectives qui elles-mêmes échappent à tout calcul, mais qui sont au principe de l'enrichissement social, économique, politique, artistique, scientifique des groupes humains. Autrement dit, il est nécessaire de concevoir et de développer des modèles algorithmiques qui ne se basent pas seulement sur la théorie de l'information et seulement sur l'automatisation algorithmique, mais qui prennent aussi en compte les effets d'interprétation et de signification dans leur fonctionnement. Il faut imaginer, écrivait-il, des systèmes alternatifs basés sur la contribution réflexive des sujets, laissant une place pour les activités d'interprétation et de délibération.
L'enjeu, autrement dit, hein, c'est de concevoir et de penser ce que Stigler appelait aussi des technologies de l'esprit, c'est-à-dire des technologies qui n'automatisent pas nos facultés psychiques, mentales, intellectuelles, mais qui au contraire les augmentent. Et ces technologies de l'esprit doivent être mises au service du partage des savoirs et non pas, bien sûr, de la manipulation des opinions à travers, par exemple, la désinformation. De telles technologies, il en existe déjà aujourd'hui. Il existe par exemple l'encyclopédie collaborative Wikipédia, que vous connaissez sans doute, et qui est précisément une technologie à la fois herméneutique et contributive, puisque c'est une plateforme numérique sur laquelle en fait, toutes sortes d'individus vont pouvoir exprimer leur point de vue et délibérer collectivement pour produire, pour co-construire du savoir. Un savoir qui va être précisément certifié par les pairs sur Wikipédia et qui peut être, qui peut faire l'objet de crédits, qui peut être cru, en lequel les individus peuvent avoir confiance parce qu'il est le fruit d'interprétations, de délibérations et de discussions collectives. C'est donc le contraire de ce qui se passe avec ChatGPT, hein, où toutes les activités d'interprétation, de délibération et de certification sont éliminées. Et donc, Wikipédia constitue bien une plateforme à la fois herméneutique et contributive. On reconnaît ici la dimension pharmacologique du numérique, c'est-à-dire le fait que le numérique peut être et l'intelligence artificielle peuvent être à la fois un poison pour nos capacités mentales et pour nos relations sociales, et un remède qui augmente nos capacités intellectuelles et qui nous permet de produire de l'intelligence collective. On peut penser aussi à d'autres dispositifs, comme par exemple le dispositif développé par l'association Tournesol, qui est une association suisse, euh, dans laquelle il s'agit de développer des systèmes de recommandations collaboratives. Donc les recommandations collaboratives, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que un algorithme va être développé, un algorithme de recommandation, mais il ne va pas se baser seulement sur la quantification des vues, mais sur l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que vous allez avoir des individus qui vont voter pour des contenus parce qu'ils pensent que ces contenus doivent être vus par le plus grand nombre. Et l'algorithme de recommandation va se baser sur les évaluations individuelles ou collectives. Donc là encore, on a une technologie qui laisse la place aux activités d'interprétation humaine, hein, puisque ce sont des humains qui vont évaluer les vidéos, qui vont dire si elles leur semblent claires, si elles leur semblent pédagogiques, si elles leur semblent intéressantes, si elles leur semblent fiables, etc., etc. Et l'algorithme va recommander cette vidéo en fonction de ces évaluations. Donc, c'est une manière de lutter, évidemment, contre la diffusion massive de désinformation à travers les algorithmes de recommandation automatique sur des réseaux comme Facebook, comme TikTok ou comme X, hein. C'est la raison pour laquelle nous avons défendu au Conseil national du numérique en France, hein. Le Conseil national du numérique est une institution dont je fais partie, qui a pour fonction de faire des recommandations aux politiciens concernant les technologies numériques. Et donc, nous avons recommandé, nous, de mettre en place un véritable pluralisme algorithmique, c'est-à-dire des dispositifs de recommandation collaboratifs qui permettent aux individus d'évaluer les contenus et de se voir recommander des contenus certifiés par les pairs et non plus d'être soumis, si vous voulez, à la recommandation algorithmique des entreprises de la Silicon Valley. Euh, Oui, on peut citer aussi une autre innovation numérique très intéressante qui est la plateforme Police, que vous connaissez peut-être, qui est une plateforme délibérative qui permet en fait d'organiser des délibérations collectives sur des sujets politiques spécifiques en demandant aux citoyens leurs avis et de faire des propositions. Donc cette plateforme est très intéressante parce que sur tel ou tel sujet, les citoyens peuvent évidemment s'exprimer, faire des propositions diverses et variées. Et puis, la plateforme, en fait, regroupe les différents citoyens dans différents groupes d'opinion qui sont souvent très polarisés, hein, surtout à notre époque où voilà, les débats sont très polarisés. Bon. Et en fait, l'enjeu va être pour ces différents groupes de tomber d'accord sur des propositions qui font consensus en dépit des antagonismes entre les groupes. Donc, par exemple, la plateforme a été utilisée par le gouvernement de Taïwan
pour prendre des décisions au sujet de la régulation de Uber, me semble-t-il, donc de l'entreprise de chauffeurs euh, de taxi. Bon, enfin, précisément, de chauffeurs Uber qui rentraient en conflit avec les entreprises traditionnelles de taxi. Et donc, il y a eu très vite une polarisation entre deux groupes, ceux qui soutenaient les chauffeurs Uber, ceux qui soutenaient les chauffeurs de taxi traditionnels. Et puis, les deux groupes ont dû euh, trouver des propositions qui fassent consensus. Et l'algorithme, en fait, regarde à chaque fois, calcule combien de personnes dans chaque groupe sont pour ou contre telle ou telle proposition et fait émerger les propositions consensuelles. Donc, par exemple, là, je ne sais plus exactement ce qui était ressorti de cette consultation, mais enfin, il y avait un certain nombre de propositions, notamment protéger les droits des consommateurs, faire une sorte de justice un peu équitable du point de vue de la concurrence entre les chauffeurs Uber et les chauffeurs de taxi, etc. Bon, il y avait en tout cas un certain nombre de propositions qui étaient ressorties. Euh, et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que cette plateforme fonctionne de manière complètement opposée aux réseaux sociaux dominants où à chaque fois, ce qui est le plus vu, c'est les informations les plus sensationnelles, les plus choquantes. Voilà, hein, on cherche en permanence la polarisation, la maximisation des affects, des réactions avec des contenus choquants, stupides, sensationnels, etc. À l'inverse, hein, une plateforme comme Police permet de créer du consensus. Bon, donc voilà quelques exemples. Il y a évidemment des exemples aussi de réseaux sociaux alternatifs qui ne fonctionnent pas sur la recommandation algorithmique ni sur la collecte des données et la diffusion de fausses informations qui existent. Et toutes ces technologies, en fait, me semblent être des technologies herméneutiques et contributives qui permettent de renverser le pharmacone numérique et de renverser le poison en remède, à condition, bien sûr, qu'elles soient soutenues à la fois sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan euh, médiatique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dit l'essentiel et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, professeur Alembert. Votre exposé et tout le matériel que vous apportez est très riche. Nous recevons déjà des questions et pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, le débat est ouvert. Une première question. Les statistiques montrent qu'il y a une dégradation de la santé mentale chez les citoyens actuellement. Vous avez dit que les progrès de l'intelligence numérique artificielle touchent en particulier l'expression et la mémoire. Cela provoque des pathologies psychiques observables euh, chez les enfants, les jeunes ou les adultes. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais de la santé mentale, mais il me semble effectivement que, il y a des risques de ce point de vue-là aussi. Un rapport du Center for Countering Digital Hate a été publié en 2022, je crois, au sujet de l'algorithme de TikTok. Et ce rapport s'appelle Deadly by Design. Et il montre, ce rapport, que l'algorithme de TikTok recommande de manière très rapide et très intense aux personnes qui ont des profils psychologiques fragiles des contenus concernant les troubles alimentaires ou l'automutilation, en particulier pour les adolescents. Et le rapport considère que cet algorithme de recommandation met en danger, pour cette raison, la santé mentale des adolescents. Vous savez aussi peut-être que les Facebook Files ont été publiés en 2021 par Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook qui a montré que l'entreprise Facebook, qui s'appelle désormais Meta, elle a changé de nom quelques jours après, enfin pas quelques jours, quelques mois après la révélation de ces papiers. Mais donc, dans les Facebook Files, il y avait des documents qui montraient que le réseau social Instagram, qui, euh, qui appartient à l'entreprise Meta, eh bien, avait des effets nocifs pour l'image de soi des adolescentes, notamment, hein, parce qu'elles sont en permanence confrontées à des contenus
voilà, qui montrent des espèces d'images de corps féminins extrêmement idéalisées, etc. Bon. Donc, on a un certain nombre d'études de ce type-là. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, mais ce sont les deux études qui me sont venues à l'esprit, qui montrent qu'effectivement, la recommandation algorithmique sur ces réseaux sociaux peut avoir des effets très dangereux pour, disons, la santé mentale, en particulier dans le cas des publics adolescents. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il faudrait aller un petit peu plus loin dans l'étude scientifique de ces questions, ce que je n'ai pas fait. Mais en tout cas, voilà, il existe des études qui sont un petit peu inquiétantes sur ce sujet. Il y a une question de Tiradentes. Euh, au- au- à, à nos jours, le pharmacon aurait une charge plus forte en tant que poison ou alors en tant que médicament? Mais moi, je pense malheureusement qu'aujourd'hui, le pharmacone a plutôt une charge toxique. C'est-à-dire que euh, les dispositifs numériques qui dominent le marché et qui dominent dans nos sociétés sont, à mon avis, des dispositifs numériques qui impliquent une automatisation des comportements et une délégation de nos facultés psychiques, mentales ou intellectuelles. Et en ce sens, il me semble assez dangereux. Les dispositifs numériques contributifs et herméneutiques dont j'ai donné des exemples à la fin me sembleraient beaucoup plus curatifs, mais ils sont très peu reconnus, ils sont très peu soutenus. En général, ce sont des initiatives d'institutions publiques, par exemple, d'universités, ou bien d'associations. Euh, mais, euh, mais on en entend très peu parler dans les médias. Ces associations et ces institutions ont du mal à recevoir des financements et les représentants politiques ne soutiennent pas forcément ces initiatives. Donc, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, l'intelligence artificielle en tant que pharmacone euh, est beaucoup plus toxique que curative. Mais nous pouvons changer cette situation avec une certaine volonté politique, néanmoins. Merci. Rodriguez demande, quelle serait une bonne base de formation, de référence pour l'apprentissage de l'IA si l'humain moyen et la priorité de la fréquence, la- la, euh, l'opinion majoritaire apporte des visions stéréotypées et très peu diverses. Vous voulez que je reprenne? Quelles, Peut-être, oui, je veux bien, quelle peut-être. serait une bonne base de formation, de construction de référence pour l'apprentissage de l'IA si l'être humain moyen et la priorité accordée à la fréquence, c'est-à-dire l'opinion majoritaire, n'apporte que de visions stéréotypées et peu diverses. Alors, en fait, bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris la question, mais en tout cas, il me semble que le problème, c'est l'entraînement de modèles de langage sur des masses énormes de données et selon des principes qui sont des principes statistiques. Vous pouvez faire des très bons systèmes d'intelligence artificielle entraînés sur des plus petites bases de données qui vont pouvoir répondre à des tâches beaucoup plus spécifiques. Et c'est très intéressant. Mais quand il s'agit du langage ou de l'expression ou même des images, eh bien, le problème d'entraîner ces intelligences artificielles sur d'énormes bases de données sans trier ces données en amont et sans expliciter les biais qui sont à l'œuvre dans les jeux de données et dans les principes d'entraînement des algorithmes, en fait, peut être très dangereux et va renforcer automatiquement une tendance à l'uniformisation. Donc moi, je ne dirais pas que, ou bien il faut entraîner les modèles sur des plus petits jeux de données qu'on a soi-même enfin, qu'on a soi-même élaborés selon un certain nombre de critères spécifiques et selon ce que l'on veut obtenir à la fin, hein. Euh, Par exemple, si vous voulez automatiser
je sais pas, le fait de faire du code informatique, bah, vous allez nourrir votre intelligence artificielle avec certains codes informatiques que vous jugez de bonne qualité ou je ne sais pas. Bon, euh, mais le point important, c'est surtout de ne pas utiliser l'intelligence artificielle seulement à des fins de calcul statistique et d'automatisation, et de développer des systèmes dans lesquels les algorithmes s'appuient sur les interprétations et les contributions des individus pour réintroduire de la singularité dans ces systèmes computationnels, si vous voulez. L'algorithme de recommandation collaborative dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment un exemple de ce type-là. C'est-à-dire que l'algorithme ne se base pas sur des données qui existent déjà quelque part, il se base sur les évaluations des différents individus qui ont voté pour tel ou tel type de vidéo. Et c'est en fonction de ces différentes évaluations qu'il produit des recommandations. Donc, à la base, vous n'avez pas du calcul statistique sur des quantités massives de données, vous avez des évaluations humaines, et c'est sur ces évaluations humaines que l'algorithme se base. Voilà, je crois que c'est ça l'enjeu, c'est de laisser de l'ouverture dans ces systèmes pour la contribution et l'interprétation humaine. Merci. En attendant que d'autres questions arrivent, si vous voulez ajouter d'autres questions, d'autres points que vous n'avez pas eu le temps de mentionner dans l'exposé. Alors, on a le temps en attendant d'autres questions. Bah écoutez, je ne sais pas très bien. À quel sujet? Est-ce qu'il y aurait un sujet spécifique qui vous intéresserait que je développe un peu plus? Non, on pourrait peut-être vous pourriez tisser des considérations finales avant de clôturer notre conférence. Si vous voulez ajouter des choses en, en guise de conclusion, par exemple. Oui, alors bah, en guise de conclusion, je pense que cette position pharmacologique que j'ai essayé de développer dans mon exposé à partir des considérations de philosophes comme Gilbert Simondon, Jacques Derrida ou Bernard Stiegler, en fait, elle a pour fonction de dépasser en quelque sorte deux alternatives face auxquelles nous sommes souvent dans les débats publics à l'égard des nouvelles technologies. L'alternative entre une position technophile qui est fasciné par les développements technologiques contemporains, et puis une position technophobe qui, à l'inverse, euh, rejette de manière massive toutes les nouvelles technologies. Je pense que la position pharmacologique présente l'intérêt, justement, de voir que les technologies numériques ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Mais tout dépend finalement du modèle économique selon lequel elles sont développées, des idéologies politiques qui se cachent derrière les systèmes technologiques et des fonctionnalités techniques qu'elles rendent possibles. Parce que selon leurs fonctionnalités techniques, eh bien, ce ne seront pas les mêmes usages, ce ne seront pas les mêmes pratiques que les individus vont faire de ces technologies. Donc, moi, ce que j'ai proposé dans le livre dont je vous parlais au début de cet exposé, qui s'appelle Schizophrénie numérique, c'est d'évaluer les technologies numériques aujourd'hui selon ces trois principes, hein, donc leur modèle économique, leurs idéologies politiques et leurs fonctionnalités technologiques, et de les évaluer en prenant comme critère un critère écologique au sens très large, c'est-à-dire au sens de l'écologie environnementale, au sens de l'écologie mentale et au sens de l'écologie sociale, en nous demandant toujours, finalement, un dispositif numérique, est-ce qu'il est soutenable du point de vue de l'écologie environnementale? Est-ce qu'il est bénéfique du point de vue de l'écologie mentale, du point de vue de ce qu'il fait à nos esprits? Et est-ce qu'il est bénéfique du point de vue de l'écologie sociale, c'est-à-dire de la manière dont il transforme nos relations collectives et nos sociétés? Donc c'est un philosophe qui s'appelle Félix Guattari, un philosophe français qui avait développé cette idée des trois écologies, hein, écologie environnementale, écologie mentale, écologie sociale. Et il me semble qu'aujourd'hui, ces trois écologies peuvent être un critère intéressant pour penser les technologies numériques dans leur dimension pharmacologique et au-delà justement des positions technophiles et technophobes et pour faire des propositions de transformation, pour renverser, si vous voulez, les poisons numériques en remèdes numériques.
Voilà ce que je peux dire pour conclure.